Bonjour à toutes et bonjour à tous, on démarre aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Joel Schumacher, un réalisateur trop souvent mal aimé, un réalisateur considéré trop souvent comme un mauvais type, comme quelqu'un qui fait essentiellement des mauvais films. Alors est-ce que c'est vrai? On va le découvrir dans cette vidéo. Joel Schumacher est né le 29 août 1939 à New York, il est donc américain, et il est décédé malheureusement le 22 juin 2020, à l'âge de 80 ans. Et ce sera important pour plusieurs de ses films, pour plusieurs choses. Donc il faut en parler, Joel Schumacher était ouvertement homosexuel. Mais comme beaucoup de réalisateurs, Joel Schumacher ne démarre pas directement comme réalisateur. Il démarre d'ailleurs à un poste plutôt rare pour le coup, où on n'a pas l'habitude de voir évoluer les gens de ce poste en réalisateur plus tard. Il démarre comme costumier. On le retrouve notamment en 72 sur Play It As It Lays de Frank Perry, sur Woody et les robots de Woody Allen en 73, sur Les choses de l'amour de Paul Mazurki en 73 toujours, sur Les invitations dangereuses de Herbert Ross en 73 encore une fois. C'est en 74 qu'il va signer sa première réalisation, dont il est également scénariste, et il s'agit du téléfilm Virginia Hill, un téléfilm que je n'ai pas réussi à trouver, donc je ne pourrais pas vous en parler plus en détail. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en France, ça s'appelle Le Destin de Virginia Hill, qu'on retrouve au casting entre autres Harvey Keitel, et que ça racontait la vie de Virginia Hill, une ancienne prostituée qui fut la petite amie du célèbre mafieux américain Bugsy Siegel. En 1975, Joel Schumacher retrouve un poste de costumier, cette fois dans le film Le prisonnier de la seconde avenue de Melvin Frank. En 1976, il devient scénariste. On le retrouve au scénario de Sparkle de Sam Austin et de Car Wash de Michael Schultz. En 1978, il redevient costumier sur Intérieur de Woody Allen. C'est la deuxième fois donc qu'il retrouve Woody Allen. Et on le retrouve de nouveau comme réalisateur en 1979 avec Amateur Night at the Dixie Bar and Grill, un téléfilm dont cette fois-ci je peux vous parler. Ce film, qu'on peut trouver assez facilement, va raconter l'histoire finalement la vie d'un cabaret bar country qui programme des concours de talent, essentiellement donc dans un style country forcément. Une tentative assez audacieuse, bizarrement. Une ambiance un peu western dans ce bar dans lequel on va trouver des tons assez variants, une comédie ou drame, voilà ce qui va se jouer entre les protagonistes. Et parmi eux, on trouve quelques gueules qui feront des carrières plus qu'honorables. On va retrouver entre autres Don Johnson ou Dennis Quaid. On a même le droit à quelques instants musicaux dans cette œuvre étonnante qui ne montre cependant pas de Joel Schumacher que des talents de direction d'acteur ou de mise en place de décors. Niveau mise en scène, on reste sur quelque chose d'assez simple. Simple mais qui se permet tout de même quelques effets, notamment des travelling, mais rien de plus. On reste sur un travail qui sied à un téléfilm sans grand budget. Le résultat est cependant tout à fait honnête et il peut être intéressant de redécouvrir ce film. On retrouve ensuite Joel Schumacher en 81 avec un film qui sera écrit par John Wagner d'après un roman de Richard Matheson, L'homme qui rétrécit. Mais ici, le film, ce sera La femme qui rétrécit. C'est aussi une parodie de l'adaptation de 57 de Jack Arnold. À la musique, on a Suzanne Ciani, à la photographie Bruce Logan, et au casting, on retrouve entre autres Lily Tomlin, Ned Beatty ou encore John Glover. Je pourrais pas vous parler en détail de ce film pour une raison simple, c'est que j'ai pas réussi à le trouver, ou tout du moins pas en version française, et j'ai pas de lecteur qui permette de lire les films autres que européens. Pour vous résumer un peu le pitch, après avoir été exposé à une mixture de différents produits chimiques, chez lui, Pat Kramer commence à rétrécir. Ça étonne les scientifiques, ça lui cause des soucis dans sa vie, et ça émeut le cœur de l'Amérique, mais surtout attire l'attention d'un groupe de personnes mal intentionnées, qui vont projeter de capturer Pat. Pat qui est donc incarné par Lily Tomlin. Donc je pourrais pas vous dire ce que vaut réellement le film, j'aurais bien aimé le voir, mais j'en ai pas eu la possibilité. This ring. Nothing's changed between us. I was pinched, poked, prodded. I was examined by specialists I never even knew existed. Universal Pictures presents Lily Tomlin as the incredible shrinking woman. The adventure of a brave woman whose biggest problem is growing smaller by the moment. I need a hit. You mean she shrunk since the last time I saw her? I mean, she's shrunk since the last time I saw her. I almost sat on her last night. Can we give you a hand here? No one could help her.
No one could comfort her. Oh, Vance. No one could find her. Lily Tomlin, Charles Grodin, in the story of a woman who gave so much Brave little kidder. and got so little. More champagne? Now how about a big hand for the little lady, the incredible shrinking woman. En 1983, Joel Schumacher réalise DC Cab, ou SOS Taxi en France. Un film dont le scénario est signé Topper Carew et Joel Schumacher, donc à la photographie on a Dean Cundey et à la musique Giorgio Moroder. Au casting on retrouve entre autres Adam Baldwin, Gary Busey ou encore Mr. T. Une nouvelle fois c'est un film que je n'ai pas réussi à voir, un film dont j'ai pas réussi à trouver une édition DVD ou autre, ou même en streaming. Je pourrais donc pas vous en parler en détail, tout ce que je peux faire c'est vous lire globalement le synopsis. On y suit Albert Hockenberry, un jeune homme au caractère naïf et généreux, qui vient de débarquer à Washington DC. Il vient rejoindre la compagnie de taxi d'Harold, un ami de son père mort quelques années auparavant. L'entreprise d'Harold, réunissant des employés hétéroclites, turbulents et désinvoltes, est en mauvais état financier, soumise à la concurrence d'une autre compagnie et régulièrement dans le collimateur de l'inspecteur des transports. L'arrivée d'Albert, qui passe sa licence, puis décide d'offrir ses économies pour rénover la compagnie, stimule l'ensemble des employés d'Harold. Par la suite, 2 enfants d'un diplomate vont être enlevés, ainsi qu'Albert par des malfrats qui exigent une rançon. Honnêtement, le film décrit comme une comédie d'action, j'ai très envie de le voir, mais je n'ai pas réussi, je pourrais donc pas vous en parler. En tout cas, ça semble plutôt intéressant. If you had any education, you'd know that you don't end a sentence with a preposition. Oh, okay. So where you at, asshole? Toujours en 83, on va retrouver Joel Schumacher, mais cette fois-ci comme producteur et scénariste du téléfilm No We're Cooking de Noam Kilic, et on va également le retrouver comme simple scénariste de The Wiz de Sidney Lumet. En 85, on retrouve Joel Schumacher en tant que réalisateur pour le film St. Elmo's Fire, un film qu'il réalise et qu'il coécrit avec Carl Kurlander. Au casting, on retrouve entre autres Emilio Estevez, Rob Lowe, Andrew McCarthy, Demi Moore, mais aussi Jude Nelson ou encore Andy McDowell. Alors le film, même s'il est une réussite, a quand même pris un coup de vieux. Plusieurs adolescents, après l'obtention de leur diplôme, se questionnent sur leur vie d'adulte à venir, de petites histoires aux grandes proportions pour eux. Parce que dans St. Elmo's Fire, on va suivre plusieurs adolescents à travers leurs amours, mais aussi leurs désirs de carrière, les deux flirtant parfois dangereusement. Alors évidemment, on est en 85 et les costumes, tenues, modes et pensées ont évolué depuis. Encore que dans certains cas, on puisse justement remarquer une absence d'évolution. Pour autant, si on accepte de repartir un peu en arrière, difficile de ne pas se laisser entraîner dans ces questionnements, le film étant en outre porté par des acteurs du Brad Pack. On retrouve ainsi les acteurs déjà cités et ça fonctionne bien parce que c'est bien filmé, bien interprété et que le seul regret viendra d'une BO un peu trop facile, trop sirupeuse. Pour le reste, Joel Schumacher fait du bon boulot avec un script qui lui permet même de placer un personnage qui sème le doute sur sa sexualité, comme Schumacher a dû le faire dans sa jeunesse. He wants to get married. Oh my God. Do you ever feel like you're not accomplishing anything at all? I think I'm in touch with that emotion. You're not gonna believe how out of hand it's gonna be. Toujours en 85, Joel Schumacher va aligner et réaliser 8 épisodes de la série Codename Foxfire que j'ai pas réussi à trouver, donc je pourrais pas non plus vous en parler. Et il va aussi produire le téléfilm Slow Burn de Matthew Chapman. On retrouve Joel Schumacher en 1987, cette fois avec le film Génération perdue ou The Lost Boys en VO. Un film qu'il réalise dont le scénario est écrit par Janice Fisher, Jeffrey Boam et James Jeremias. À la photographie, on retrouve Michael Chapman et à la musique Thomas Newman.
Au casting, on retrouve des noms tels que Jason Patric, Corey Haim, Kiefer Sutherland, Corey Feldman, Jamie Gertz ou encore Diane Wiest. Évidemment, faire un retour dans les années 80, c'est pas forcément facile. Les films ont vieilli esthétiquement, mais sont aussi des témoins de leur époque. Et faut pas oublier que Schumacher était costumier à l'origine. L'histoire, c'est celle de Lucy qui emménage avec ses 2 enfants dans une nouvelle ville suite à sa séparation. Son fils va tomber amoureux d'une fille faisant partie d'un gang de motards. Il s'avère qu'ils sont aussi des vampires. Corey Haim, Corey Feldman, Kiefer Sutherland donc, ou encore Jason Patric, voici des noms qui rappellent à quel point le film a pris de l'âge. Ils ont tous plus ou moins disparu ou sont tombés dans des productions faiblardes, sauf Corey Haim qui est malheureusement décédé. Kiefer Sutherland fait bien quelques apparitions de temps en temps, mais hors 24 heures, c'est pas marquant. Bref, à l'époque, ils étaient des stars en devenir, et ici, ils sont sapés comme pas possible, typiquement comme on imagine les années 80 si on les a pas vécues, et ce jusqu'aux motards habillés comme un groupe de rock rétro cliché. Mais c'est aussi ce qui donne son ambiance assez étrange au film, entre le film adolescent et la tentative de film d'horreur. Parce que s'il est pas effrayant, le film se fait plaisir sur quelques effets. Mais au final, c'est bien les 1h30 qu'on suit comme si on retombait en enfance. Le scénario tient gentiment la route, et Schumacher est un metteur en scène qui sait faire son boulot, au point qu'il se permet de creuser cette fois un peu plus des sujets tels que l'amour adolescent, sans limite, au point de se laisser entraîner dans ce monde vampirique, mais aussi une génération qui semble se laisser entraîner dans la fiction, bien que la réalité soit plus effrayante. Alors oui, ça a vieilli, mais on peut faire l'effort de retourner nous aussi en arrière pour apprécier. Génération perdue. En 1989, retour de Joel Schumacher avec le film Cousin, un film qu'il réalise sur un scénario de Steven Metcalfe, d'après le scénario du film Cousin-Cousine de Jean-Charles Tachela, un film français donc. À la musique, on a Angelo Badalamenti et à la photographie Ralph D. Bode. Au casting, Ted Danson, Isabella Rossellini, Sean Young ou encore William Petersen et Lloyd Bridges. Et en 89, donc, Schumacher est de retour, avec le remake de ce film français qu'il adapte à sa façon. Le résultat sonne incroyablement juste. Larry et Maria assistent au mariage de l'oncle de Larry et de la mère de Maria. Ils sont tous deux en couple. Quand ils découvrent que leurs 2 conjoints ont couché ensemble, ils se rapprochent et deviennent de très bons amis. Et plus, peut-être. Cousin pourrait être un de ces films de mariage classiques, en tout cas il démarre tout comme, avec ses mariés, ses couples et les 2 lourdeaux qui font des blagues vaseuses et sexistes sur les femmes du mariage. Mais derrière cet humour, le film va se pencher sur 2 couples mal assortis, 2 couples dont les conjoints ne sont pas forcément heureux mais ne pensent pas pouvoir avoir mieux. Et s'ils se rencontrent par la force des choses, ils vont finir par se rendre compte qu'ils pourraient être bien ensemble. Et cette relation semble tellement évidente, tellement vraie qu'elle ne peut pas ne pas l'être. Schumacher aime l'amour, c'est sûr, mais le vrai, et c'est celui-là qu'il veut filmer, et qu'il filme avec un casting de très haute qualité ici. William Petersen est parfait en bof de service, vendeur de voitures mais assez abject en réalité. Ted Danson en type adorable, Isabella Rossellini en femme adorable. Cousin est soutenu en plus par une magnifique BO d'Angelo Badalamenti. Alors on l'a tous un peu oublié ce film. Mais on devrait pas tant il est réussi, alors revoyons-le et aimons-le. If I had any idea how insane you were, I would never have let you start up with me. What? You seduced me. Beauty and the Beast. So how do you like this wine, Vince? Let me put it to you this way. I'd rather have a case of the clap than a case of this wine. Do you still have sex? Really? Do you miss it? Yeah. Oh, God. I love you, Edie. Your grandfather is about to marry the Bermuda Triangle. Don't do anything you'll regret. You've got only one life to live. We're gonna be bad. We're gonna be so bad.
L'expérience interdite de Joel Schumacher, aussi appelée Flatliners. L'expérience interdite sort en 90, il est réalisé donc par Joel Schumacher sur un scénario de Peter Filardi. À la musique, on retrouve James Newton Howard. Au casting, Kiefer Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon, William Baldwin ou encore Oliver Platt. Récemment relancée avec une suite sous forme de remake non avoué, l'expérience interdite reste une des plus grandes réussites de son réalisateur. Un étudiant en médecine convainc certains de ses camarades les plus doués de le laisser tenter une expérience, le tuer puis le ramener pour qu'il puisse voir ce qu'il y a après. Rapidement, ils vont tenter de repousser les limites et être assaillis de visions. Retrouvant Kiefer Sutherland pour l'occasion, Joel Schumacher lui confie le premier rôle aux côtés donc de Julia Roberts, William Baldwin, Oliver Platt ou encore Kevin Bacon. Ils sont tous parfaits dans ce film mêlant le thriller, l'horreur et même une bonne part de drame. C'est en effet cette part qui va mener aux moments horrifiques du film. Les personnages sont rongés par le remords d'un acte qu'ils sont obligés d'affronter, telle une ultime épreuve avant le repos éternel. Une épreuve qu'ils ramènent avec eux lors de leur retour à la vie. L'idée est excellente, l'exécution n'est pas moins une fois mise à l'écran. Grâce à une interprétation incarnée, notamment à Kevin Bacon remarquable, le film peut osciller entre les genres et offrir notamment des visions du paradis, forcément différentes d'un personnage à l'autre. Ce qui permet aussi d'explorer leur personnalité, c'est l'une des forces majeures du film. L'horreur, la fiction ne l'empêche pas d'être avant tout une histoire avec des personnages, et un récit de haute volée en plus. You're not real. Got her, don't have her. That's all I paid my dues. Flatline. Flatliners. Some lines shouldn't be crossed. En 1991, Joel Schumacher revient avec un nouveau film, Le choix d'aimer, ou Dying Young en VO. S'il réalise le film, le scénario est signé Richard Friedenberg d'après le roman de Marty Lembach. À la musique, on retrouve James Newton Howard. Et au casting, on retrouve Julia Roberts, Campbell Scott ou encore Vincent D'Onofrio ou Ellen Burstyn. Après plusieurs réussites, Schumacher s'engage sur un projet casse-gueule et il reste difficilement stable. Le succès annoncé deviendra un échec. Hilary O'Neill a été trompée par son petit ami et sans emploi. Elle décide de postuler pour s'occuper d'un homme de 28 ans atteint de leucémie. Pas infirmière, elle est rejetée par le père du malade, mais celui-ci la fait revenir. Et ils vont se rapprocher de plus en plus. Joel Schumacher le reconnaît aisément, il n'était pas le réalisateur adapté pour la réalisation de ce mélodrame. Il a accepté pour Julia Roberts pour la remercier d'avoir accepté de jouer dans l'expérience interdite. Le résultat, c'est qu'on le sent, appliquant les règles d'un genre auquel il n'apporte rien. Son travail ici est scolaire et même sa direction d'acteur ne semble pas assez convaincante. C'est simple, tout cela ressemble clairement à une commande et pas à un film dans lequel il se serait investi au maximum. Et à la fin du visionnage, on ne retiendra finalement que peu de choses. On se souviendra éventuellement du second rôle de Vincent D'Onofrio, d'une Julia Roberts investie et de quelques bonnes idées d'histoire, éventuellement de la bande originale, malheureusement trop présente. Pour le reste, c'est un mélodrame trop classique, prévisible et sans coup d'éclat en matière de mise en scène. Sans être nul, ça reste une déception. Do you love me? What? Just tell me. You want me to tell you I love you? You can say, well, great, well, now I'm gonna die and I'm gonna leave. Do you think I want to die? I need a life. I have a life with you. Julia Roberts. Campbell Scott. In a Joel Schumacher film, Dying Young. I love you. Most people live a lifetime and never love like this. L'année suivante, en 92, il réalise 5 épisodes sur les 6 de la mini-série télé soap opéra 2000 Malibu Road. En 1993, Joel Schumacher revient avec Chute libre. Chute libre, c'est un film qu'il réalise. Au scénario, on a Ebel Ross Smith, à la musique James Newton Howard et à la photographie Andrzej Bartkowiak. Au casting, on retrouve Michael Douglas, Robert Duvall ou encore Barbara Hershey. Et voilà un film qui montre un Joel Schumacher engagé et conscient de ce qui l'entoure, un film qui est plus actuel de jour en jour. Un homme est dans un embouteillage, il fait chaud, il a été licencié, il est divorcé et il compte bien se rendre à l'anniversaire de sa fille. Mais ça fait trop, alors il sort de la voiture et commence à dérailler.
Une coupe de cheveux en brosse devenue mythique pour ceux qui ont vu le film, et voilà Michael Douglas dans un des meilleurs rôles de sa vie. Celui d'un homme déjà affecté qui finit par craquer totalement lorsqu'une accumulation de détails vient le mettre en retard. Et alors il se lâche. Cet homme de la vieille garde doit faire face à un monde différent du sien et ne l'accepte plus. En parallèle, un flic tout aussi coincé dans sa vie va devoir l'arrêter avant qu'il ne commette l'irréparable. Le film suivra essentiellement cet homme dont le nom ne sera dévoilé que tardivement. De toute façon, il est un peu nous tous, lancé en chute libre vers la violence. Et alors que les agressions se multiplient un peu partout, que de plus en plus de monde semble fragile psychologiquement, que l'état mental du monde se dégrade sérieusement, Chute libre est un film qui n'a jamais été aussi juste, jusqu'à sa conclusion inévitable. La mise en scène est aussi âpre que le film, le casting parfait de bout en bout et seule sa relative longueur peut un peu lui porter préjudice. Pour le reste, c'est un grand film, peut-être le meilleur de son réalisateur. Gangland. In America, we have the freedom of speech, the right to disagree. What kind of vigilante are you? I am not a vigilante. Just standing up for my rights as a consumer. I'd like some breakfast. We stop serving breakfast at 11:30. Have you ever heard the expression, the customer is always right? Yeah, well, hey, I'm really sorry. Yeah. Well, hey, I'm really sorry, too. No, it's an accident! We got a nutcase with a bag full of guns. He's in Hollywood right now, and he's heading west. Excuse me. I don't know if you've noticed or not, but there's other people waiting to use the phone here. He has a propensity for violence. Think it's out of order? Yeah, I think you can say that. Past the point of no return. If you go up against this guy, be careful. Michael Douglas, Robert Duvall, Falling Down. I'm the bad guy? En 1994, Joel Schumacher réalise le film Le Client, un film qui est écrit par Akiva Goldsman et Robert Getchell d'après le roman de John Grisham, avec à la musique Howard Shore et la photographie Tony Pierce Roberts. Au casting, on retrouve Susan Sarandon, Tommy Lee Jones, Brad Renfro, Mary-Louise Parker, Anthony LaPaglia, Anthony Edwards, Will Patton, Kim Coates ou encore Ossie Davis. Faisant partie d'un genre populaire à l'époque mais un peu tombé en désuétude, Le Client est un film qui vaut encore le coup d'œil. Mark Sway est un enfant. Lorsqu'il voit avec son frère un avocat se suicider après lui avoir révélé l'endroit où est caché le corps d'un sénateur, à partir de ce moment, Mark va prendre une avocate, Reggie Love, et être menacé par de sales types. Le Client possède un doux parfum rétro. Brad Renfro y incarne le jeune Mark, jeune garçon rebelle brisé par la vie qui connaît trop bien le cinéma pour se laisser avoir par les adultes. Et il est protégé par son avocate prête à tout. Certes, rien ne paraît fortement original, mais Le Client est un divertissement réussi grâce à ses acteurs et la maîtrise de Joel Schumacher qui fait de ce film de presque 2 heures une œuvre jamais ennuyeuse et en plus soutenue par une jolie BO. Il faut dire que John Grisham sera resté derrière le projet exigeant le casting d'un jeune acteur inconnu plutôt qu'un infostar d'Hollywood, alors par exemple que Macaulay Culkin était envisagé. Il sera totalement satisfait du résultat final, on peut le comprendre, le film mettant aussi en avant la stupidité du système judiciaire par moments. Et si, face au choix d'un aspect sombre, il a pris le parti d'une certaine légèreté, dans le caractère de Mark et les dialogues, il n'en demeure pas moins qu'au fond, l'histoire est noire et le film à voir. We can't protect him. You talk to the feds tomorrow, I'll kill you. Have we played enough games here? What did Roman tell you in that car? A man lies dead by his own hand, yet this boy remains silent. I wasn't in that car. You and I both know he doesn't know anything. We need to talk to this child. We know more about your client's actions than you do. Sometimes being strong means asking for help. I don't know nothing. You've got 3 to start telling me the truth. I'm scared. En 1995, Joel Schumacher s'adapte à Batman avec Batman Forever, un film qu'il réalise sur un scénario de Lee Batchelor, Janet Scott Batchelor et Akiva Goldsman avec à la musique Elliot Goldenthal et à la photo Stephen Goldblatt. Au casting, on retrouve Val Kilmer, Chris O'Donnell, Michael Gove, Pat Hingle, Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman, Drew Barrymore ou encore René Auberjonois et même un tout petit rôle pour Jon Favreau. Troisième opus de Batman, donc après les 2 très bons voire excellents films de Tim Burton, Batman Forever a signé pour beaucoup la fin de Joel Schumacher, au point d'en oublier ses débuts. Est-ce que c'est vrai? Bruce Wayne va se retrouver confronté cette fois à double face, toujours en vie, mais aussi à l'homme mystère alias Edward Nygma. L'histoire est connue, le tournage fut loin d'être une partie de plaisir pour Schumacher. Choisi pour remplacer Burton, qui sera loin d'être un cadeau comme producteur,
Schumacher doit donner un ton moins sombre au film, alors il va s'atteler à se tourner vers le comics, quitte à user de personnages hauts en couleur tels que l'homme mystère incarné par un Jim Carrey en mode folie furieuse, associé à son idole Tommy Lee Jones. Le courant ne passera jamais entre les deux, Jones affirmant encore aujourd'hui que Carrey n'est qu'un bouffon. Val Kilmer doit remplacer Michael Keaton qui refuse de reprendre le rôle, et Kilmer s'en moque totalement mais l'accepte pour son fils. Il enchaînera les caprices de star, rendant la vie impossible à Schumacher. Dans ces conditions, difficile pour le réalisateur de sortir un grand film. Il parvient tout au plus à recréer des décors envoyés en comics et quelques costumes corrects. Pour le reste, le style très flashy de l'ensemble et le rendu comics ne donne pas franchement envie de se pavaner. Outre un casting qui semble n'en avoir pas grand chose à foutre, ou à l'opposé en faire beaucoup trop, le résultat donne surtout une impression d'amateurisme surprenante. Le résultat est donc forcément mauvais, mais pas aussi honteux qu'on le dit non plus. All is ready, sir. Let's start this party with a bang! Ow! Your entrance was good. His was better. The difference? Showmanship. I sent the signal. You called me here for this? The bat signal is not a beeper. We could give it a try. I'll bring the wine. Or do I need skin-tight vinyl and a whip? Like the jacket? It keeps me safe when I'm jogging at night. I need a name. Batboy, Nightwing. What's a good sidekick name? Help me. All right, train me. Let me be your partner. Blast him! I want to be close, but you won't let me near. I'm a part of this, whether you like it or not. Toujours en 1995, Joel Schumacher produit The Babysitter de Guy Ferland. Le droit de tuer sort en 1996. Ce film est réalisé par Joel Schumacher avec au scénario Akima Goldsman d'après le roman Non coupable de John Grisham, à la musique Elliot Goldenthal et à la photo Peter Menzies Jr. Au casting on retrouve Matthew McConaughey, Sandra Bullock, Samuel L. Jackson, Oliver Platt, Kevin Spacey, Donald Sutherland, Patrick McGowan, Ashley Judd, Chris Cooper ou encore Kiefer Sutherland. Adaptation du premier roman de John Grisham, Le droit de tuer est un film qui, encore aujourd'hui, peut questionner le spectateur, et tant mieux. Lorsque sa fille de 10 ans est violée, Carly Henry craque et va abattre les deux coupables, pourtant déjà arrêtés. Mais Henry est persuadé qu'ils seront lâchés. À son tour arrêté, il fait appel à Brigance, jeune avocat blanc, pour le défendre. Alors qu'une flopée d'acteurs ont défilé pour le rôle principal, c'est finalement Matthew McConaughey qui l'obtient, laissant le rôle secondaire qui lui était dévolu à Kiefer Sutherland, qui au passage jouera avec son père Donald dans le film. On croisera aussi ici Samuel L. Jackson dans un de ses rôles typiques. Le tout pour un drame juridique habilement troussé dont on ne pourra que regretter un brin de finale un peu expédié, car pour le reste, le sujet du racisme, tout comme celui de la vengeance, sont largement exploités tout du long. Il faut dire aussi que le film dure 2h30, ce qui laisse amplement le temps de faire le tour de la question, peut-être un peu trop même parfois. Certains arcs étaient ainsi dispensables bien qu'ils donnent plus d'épaisseur au personnage de Brigance. Sans forcément avoir un style similaire à sa précédente adaptation de Grisham, Schumacher s'est livré là un film très réussi grâce à une mise en image travaillée et à un casting franchement bien vu. Lately, you've become much more interested in getting your face on the news than what's going on with your own family. Don't let those bastards grind you down. I set out to prove a black man could receive a fair trial. That's not the truth. So until that day, we have a duty to seek the truth, not with our mind, but with our hearts. Do you think he was crazy when he did it? No, he wasn't crazy. When I saw that blood, I got so scared because I thought that was you. Drop the case. I quit now and all this for nothing. No. You waited all our lives on this. You
think the jury should convict Carl E. Haley? Objection! Turn him loose! Do you think they deserve to die, Mr. Haley? Answer the question. Carly, Did don't they answer deserve that to question. die? Yes, they deserve to die, and I hope they burn in hell! En 1997, Joel Schumacher sort Batman et Robin, un film qui encore aujourd'hui a la même réputation, c'est-à-dire pas franchement une bonne réputation. C'est un film qu'il réalise sur un scénario d'Akiva Goldsman avec à la musique Elliot Goldenthal et à la photographie Stephen Goldblatt. Au casting, on retrouve George Clooney, Arnold Schwarzenegger, Chris O'Donnell, Uma Thurman, Alicia Silverstone, Michael Gough, Ellie Macpherson ou encore Vivica A. Fox. On a même le droit à une petite apparition de Coolio. En 1997, donc, Joel Schumacher rabat l'apocalypse sur les amateurs de cinéma et sur ceux de Batman avec une suite à son pourtant déjà pas GG Batman Forever. Batman et Robin débarquent donc. Cette fois, Batman fait équipe avec Robin et se retrouve confronté à Mr. Freeze, bien décidé à geler tout Gotham pour, à terme, trouver une solution pour sauver sa femme, maintenue dans la glace. Dans le même temps, Alfred s'affaiblit et Poison Ivy et Bane débarquent dans la bataille, heureusement Batgirl aussi. Il est évident que le tournage fut compliqué, Schumacher tente ici de rendre hommage à la série des années 60, et pour ça il tape dans l'ultra kitsch. Avec ses costumes aux tétons saillants, ses gros plans improbables sur les fesses et l'avant-garde des héros, et ses effets totalement ratés pour la plupart, le film choisit clairement une mauvaise direction. À la limite de la parodie quand Mr. Freeze, Arnold Schwarzenegger quand même, balance des punchlines clairement orientées comédie quelle que soit la situation, et la sienne par ailleurs tragique. Le casting lui-même paraît en roue libre avec un George Clooney notamment rarement crédible et une Uma Thurman qui se la joue sexy et multiplie les allusions sexuelles tout du long. Et si seulement ce n'était que ça, mais non, en plus de ça le film est bien trop long, enchaîne les scènes d'action et laisse peu de temps pour développer les personnages. Des personnages autrement passionnants mais ici simplement balancés pour essayer de faire avancer une histoire qui patine sérieusement dans la semoule et tente d'impressionner avec des idées sorties de nulle part. Le résultat est catastrophique, tellement que le film est un authentique nanar que George Clooney lui-même n'assume pas. Sans oublier Joel Schumacher qui a dû s'en excuser à de multiples reprises. Uma Thurman. So many people to kill, so little time. Alicia Silverstone. And you are? Batgirl. That's not awfully PC. What about Bat Person? Found the Batcave. She knows who we are. Guess we'll just have to kill her. In a Joel Schumacher film. Strength and courage. Partners? Honor. Partners. And loyalty. Freedom and justice. Partners. It all comes together. We're going to need a bigger cave. Batman and Robin. En 1998, il interprète son propre rôle dans Welcome to Hollywood de Tony Marks et Adam Rifkin. Retour de Joel Schumacher en 1999 avec cette fois-ci le film 8 mm. Un film qu'il réalise sur un scénario de Andrew Kevin Walker mais largement modifié ensuite par Nicolas Kazan, avec à la photographie Gershon Ginsberg et à la musique Michael Dana. Au casting on retrouve Nicolas Cage, Joaquin Phoenix, James Gandolfini ou encore Peter Stormare et Chris Bauer. On a aussi Catherine Keener, Amy Morton ou encore Norman Reedus. En 1999, Schumacher revient avec maintenant une réputation de faiseur de nanar, mais il redébarque avec un projet risqué, 8 mm. Tom Wells, détective privé contacté par une vieille femme fortunée qui lui propose d'enquêter sur un film mettant en scène le meurtre d'une jeune fille. Elle est persuadée qu'il s'agit d'un snuff movie. Il va devoir prouver le contraire à l'aide d'un type bossant dans un sex shop. Usé après le tournage de ses 2 Batman AI, Schumacher compte se refaire une santé sur un petit budget. Ce sera ce 8 mm, scénario acheté par Sony qui n'arrive pas à le sortir car jugé trop sombre. Fincher, Friedkin et Verhoeven sont sollicités mais refusent. Schumacher et Kazan viennent alors retravailler le script, qui sera dès lors renié par l'auteur original. Pourtant, le film est loin d'être mauvais et peut compter sur la performance de Nicolas Cage, comme toujours totalement impliqué dans le rôle de ce détective privé. Le reste du film nous plonge dans un univers sombre bien qu'édulcoré par la présence du personnage de California, incarné par Joaquin Phoenix, une belle brochette d'acteurs parmi lesquels on trouve aussi Peter Stormare. Alors évidemment, en vue du pitch, tout ceci aurait pu être plus noir, nous plonger dans la pire crasse humaine, mais l'équipe a préféré livrer quelque chose de plus simple. Ça enlève sûrement un peu à l'impact de l'ensemble, mais n'empêche pas d'avoir un film efficace dans son genre et qui a pu contribuer à relancer la légende autour des snuff movies. Ceci grâce à son esthétique un peu cradingue. Globalement, ça reste plutôt bon. Chose que la mémoire ne peut pas effacer, et ces images pénètrent votre esprit à jamais.
Certaines portes ne doivent jamais être ouvertes. Tom, où es-tu? Si tu danses avec le diable ne change pas, il te change. Car si vous passez de l'autre côté du miroir, Je vais m'en sortir. aucun retour n'est possible. Nicolas Cage. J'essaie de comprendre. Peu importe jusqu'où tu es allé, oublie tout ça. Je peux pas. Je suis le seul à pouvoir terminer ce boulot. 8 mm. C'est ensuite en 2000 qu'on retrouve Joel Schumacher avec le film Tigerland, un film qu'il écrit sur un scénario de Ross Clavan et Michael McGrutter avec à la musique Nathan Larson et la photographie Matthew Libatic. Au casting, on retrouve entre autres Colin Farrell, Matthew Davis, Clifton Collins Jr., Shea Whigham ou encore dans un tout petit rôle, Michael Shannon. Si Tigerland constitue une des réussites de Schumacher, il sera un bide total au box-office, dommage au vu de la qualité de la chose. En 71, en pleine guerre du Vietnam et alors que la population n'en peut plus de ce conflit, des soldats s'entraînent en Louisiane à Tigerland. Chacun a ses idées jusqu'à l'arrivée de Buzz qui va changer leur point de vue. Porté par un excellent Colin Farrell, Tigerland est un film de guerre qui va réellement s'intéresser à ses personnages, plus qu'à la guerre dont il parle, qui restera en fond, pour expliquer la position de ses protagonistes. Ainsi, c'est l'attitude de Buzz, son refus de se soumettre aux humiliations de l'entraînement guerrier et surtout à son obligation d'être ici, qui vont réussir à transformer ce qui aurait pu être un film banal du genre en vraie petite surprise. Aujourd'hui encore. Mais c'est aussi son esthétique qu'il place à part. Parce que Schumacher a alors découvert le dogme 95 et souhaite s'en rapprocher avec son style documentaire, son grain très présent et ses règles de tournage particulières. S'il n'appliquera pas tout, le résultat s'en ressent pas mal tant on paraît être au plus près du réel. Le résultat est tout à fait convaincant et, tout en étant un des plus gros échecs commerciaux du réalisateur, il s'agit d'une belle réussite de fond, on s'en contentera largement. À partir de maintenant, chacun s'occupe de sa merde. Vous n'échapperez pas à la guerre. Colin Farrell est convoqué pour un entraînement musclé. Direction Tigerland. Votre film, c'est vendredi à 20h45 sur Warner TV. Toujours en 2000, Joel Schumacher est également producteur du film Fausse Rumeur de David Guggenheim. En 2002, Joel Schumacher revient au blockbuster avec le film Bad Company, un film qu'il réalise sur un scénario de Gary M. Goodman, David Himmelstein, Jason Reitman et Michael Browning, avec à la musique Trevor Rabin et la photographie Darius Wolski. Au casting, on retrouve Anthony Hopkins, Chris Rock, Peter Stormare ou encore Kerry Washington. On notera également les présences de John Slattery, Shea Whigham ou encore Charlie Day dans des tout petits rôles. Retour au blockbuster donc pour un Schumacher qui espère bien le faire avec succès cette fois. Là, ce sera un nouvel échec au box-office. Kevin Pope, agent de la CIA, décède lors d'une mission en sauvant la vie de Hawks. Pour la réussite de la mission, Hawks décide de faire appel à Jack Hayes, le jumeau de Pope qui ignorait totalement l'existence de ce dernier, et, hormis physiquement, n'a rien à voir avec lui. Pensé au départ comme une suite du film Flic de haut vol, Bad Company devient indépendant et va s'octroyer la présence d'un casting de qualité porté par un très bon Anthony Hopkins et un Peter Stormare qui fait ce qu'il peut avec ce qu'on lui donne. Parce qu'en effet, en dehors du casting et du rythme bien géré du film, il faut bien dire ce qui est, c'est mal écrit et jamais vraiment intéressant. Chris Rock fait du Chris Rock et la majorité des acteurs semblent trop bons pour ce film aux effets par ailleurs souvent dépassés. Non pas les effets visuels mais bien les effets de mise en scène, souvent un peu ridicules. De plus, le film dure près de 2 heures, ce qui est clairement trop long au vu de ce qu'il a à dire. Dépassé, il ressemble en outre à un simple produit qui use de son pitch pour créer de l'humour. Pourquoi pas, mais encore faut-il savoir se renouveler, ce que ne sait clairement pas faire ce film. On DMC? Yeah, that's what you need in here. Is that rap? Yes. It's horrible. But even the CIA You call yourself a spy? Big deal. You guys can't even find Saddam Hussein. can't control him. So the future of the free world may rest in this young man's hands. Hey, fish egg? Can't wait to get started. Everyone's nervous the first day of school. I always cut the first day of school. From Touchstone Pictures and Jerry Bruckheimer Films, Come on, man, you're James Bond. Shoot somebody. it's going from bad to worse. I wanna watch Oprah. Anthony Hopkins, Don't shoot the bomb. Don't shoot me either. Chris Rock, You do whatever it takes to serve your country. Hand me a towel. Bad Company. C'est toujours en 2002 que sort le Fun Game de Joel Schumacher.
Sur un scénario de Larry Cohen avec à la photo Matthew Libatic et à la musique Harry Gregson Williams, avec au casting Colin Farrell, Kiefer Sutherland, Forest Whitaker, Radha Mitchell, Katie Holmes, Ben Foster dans un petit rôle. Jared Leto a aussi joué dans le film, mais la scène a été coupée du montage cinéma. On retrouve donc un Schumacher qui met enfin en scène un projet de longue date pour lequel il avait failli être remplacé. Stu Shepard est un attaché de presse. Businessman, il passe son temps à gérer des agendas et surtout, il s'imagine bien trompant sa femme avec une starlette. Jusqu'au jour où il répond à un appel dans une cabine téléphonique et se retrouve avec un fusil braqué sur lui. Colin Farrell tient le premier rôle de ce film pour lequel furent envisagés des profils aussi variés que Mel Gibson, Tom Cruise ou encore Jim Carrey. C'est finalement le dirigeant dans Tigerland que le réalisateur lui trouve le potentiel pour accompagner la voix de Kiefer Sutherland. On trouve aussi Radha Mitchell, Forest Whitaker ou encore Katie Holmes au casting d'un film qui donc va trouver le moyen de faire monter la pression avec une simple cabine téléphonique. Pas facile, mais si les effets sentent le début des années 2000, le résultat passe encore plutôt bien. Notamment parce qu'il fut un des précurseurs de ce genre de film high concept, et même s'il ne l'exploite pas à 100%, on reste sur un film dont la morale est claire et les enjeux clairement exposés dès le départ. Tout se jouera pour le spectateur sur la mise en scène et surtout sur la performance des acteurs chargés de faire passer toutes les émotions. C'est réussi, voici donc une œuvre de qualité, une de plus pour le, entre guillemets, pire réalisateur d'Hollywood. Pouvoir lancer votre arme immédiatement. Ne tirez sur personne. Donnez-moi votre version des faits, c'est tout. Si tu lui dis, je te tue. J'ai aucune version des faits. Tu es dans cette situation parce que tu ne dis pas la vérité. Je suis dans cette situation parce que vous avez une arme. Allez, Stu, t'as pas encore compris? Allô? À vous dépêcher, Stu. Femme, raccroche. Stu n'a pas été totalement honnête avec vous. Sa femme a l'air très en colère. Il m'a dit qu'il était pas marié. Laissez-la en dehors de ça. Votre femme est à côté de moi. Kelly, ça c'est excitant. Il faut que tu choisisses l'une des deux. Kelly, bam, bam, bam. Laissez-la en dehors de tout ça. Ils sont en position. Alors foncez, foncez, foncez. C'est moi qui donne les ordres. Écoutez, je suis sûr qu'on peut s'arranger. Tu acceptes ou tu crèves maintenant. 1, Ne tuez pas. 2, Kelly, non. 3. En 2003, Joel Schumacher réalise Veronica Guerin sur un scénario de Marie-Agnès Donohue et Carol Doyle, avec à la photographie Brendan Galvin et à la musique Harry Gregson Williams. Schumacher met un pied dans le biopic avec ce film qui revient sur le combat donc de Veronica Guerin, journaliste irlandaise qui a lutté par ses articles contre l'explosion du trafic de drogue en Irlande. Et c'est donc l'histoire de ce film. Veronica Guerin, déjà une journaliste reconnue mais qui voudrait aller plus loin, tombe sur une possibilité d'investigation forte et commence à enquêter sur le trafic de drogue. Le début d'une vie qui va se compliquer pour elle. Interprétée par une excellente Cate Blanchett, Veronica Guerin est aussi le premier biopic de Joel Schumacher. Ce sera le seul d'ailleurs. Et il y mettra clairement une partie de lui, livrant une œuvre soulignant le combat d'une femme, celui qu'on choisit d'éviter bien d'autres hommes. Il met grandement l'accent sur le courage de Veronica Guerin et aussi sur les souffrances qu'elle a dû endurer durant toute cette période, celle qui précédera son assassinat. Guerin est un personnage important en Irlande et il lui rend ici un bien bel hommage. Aidé par un casting qui ne sort pas de star de son chapeau, Karen Lynn est le seul nom un peu connu et Colin Farrell fait juste une brève apparition, Blanchett se laisse porter par sa classe naturelle et parvient à concrétiser l'héroïsme de Veronica Guerin. Et le film ne se départissant pas de quelques scènes d'action, il parvient à maintenir l'attention de tout le monde et pas uniquement du public irlandais, qui appréciera cependant une scène de fin franchement belle. You're gonna stop this now. People get killed every day. No one's gonna miss one more reporter. I'm so scared. It's okay, I know. You know, Veronica, sometimes it's braver to just walk away. Do you think I want to do this to you? I don't want to do it. I have to do it. He wants this to end before things get any worse. She's on her way. How can it get any worse? Things can always get worse, Veronica. Veronica Guerin. If I was to be intimidated, that means they've won. And they're not going to win. Joel Schumacher revient en 2004 avec Le Fantôme de l'Opéra, une nouvelle adaptation du roman de Gaston Leroux, mais qui s'inspire ici plutôt de la comédie musicale de Andrew Lloyd Webber. Au scénario, c'est donc Schumacher et Andrew Lloyd Webber qui travaillent ensemble, à la photographie on a John Mathieson, et à la musique évidemment divers artistes et notamment Andrew Lloyd Webber lui-même. Au casting on retrouve Gerard Butler, Amy Rossum, Patrick Wilson, Miranda Richardson, Minnie Driver ou encore Karen Hinds.
Plutôt que d'adapter l'œuvre de Leroux, Schumacher préfère se tourner vers une adaptation de la comédie musicale à succès pour un résultat mitigé. Christine est une vedette de l'opéra qui officie à l'Opéra de Paris. Elle est au sommet de sa gloire et reçoit un conseil d'un fantôme vivant dans les souterrains de l'opéra. Ce fantôme est fou d'amour pour Christine et va donc plutôt mal le prendre quand un certain Raoul va débarquer dans sa vie. L'histoire tragique s'il en est, le fantôme de l'opéra a été adapté de nombreuses fois, entre autres par Dario Argento dans un film raté, et continue encore aujourd'hui de faire des émules, mais rares sont ceux qui ont réussi à retranscrire le roman. La comédie musicale semblait y parvenir. Schumacher tente donc sa chance en l'adaptant, mais se heurte à la difficulté d'allier un casting cinéma et une œuvre musicale. Difficile de trouver des comédiens chanteurs, en effet. Il aura beau faire appel à Amy Rossum, Patrick Wilson ou encore Gerard Butler, ça chante parfois assez faux. Dommage aussi que leur charisme ne saute pas franchement aux yeux, ils sont tous assez plats et ne parviennent pas franchement à retranscrire l'émotion de l'œuvre originale. Reste heureusement le grandiose de la mise en scène et des décors pour sauver le film de la noyade. 2h20 de faste, de macabre parfois, et d'ambiance renvoyant au plus grand moment d'un genre qu'on ne voit plus vraiment. Le bateau n'a pas coulé, mais il n'est pas passé loin. En 2006, Joel Schumacher va jouer les acteurs cette fois-ci dans la série Boston Justice. Le retour de Joel Schumacher se fait en 2007 avec Le Nombre 23, un film qu'il réalise sur un scénario de Fernley Phillips avec à la photo Matthew Libatic et à la musique Harry Gregson Williams. Au casting, on retrouve Jim Carrey, Virginia Madsen, Logan Lerman, Danny Huston, Lynn Collins, Rona Mitra ou encore Mark Pellegrino. 3 ans après l'échec du Fantôme de l'Opéra, retour donc de Schumacher avec un thriller lorgnant sur le polar noir, le tout porté par Jim Carrey. Le jour de son anniversaire, Walter Sparrow, marié avec un enfant, père quasi parfait, découvre un roman nommé Le Nombre 23. Il en commence la lecture et se retrouve happé, commençant à y voir des parallèles avec sa vie, et bien vite voit dans le nombre 23 un nombre infernal. On l'oublierait facilement, mais Jim Carrey est bien plus qu'un acteur de comédie, c'est un acteur complet et de grand talent. Le fait de le voir dans ce thriller ne devrait pas choquer. Et pourtant, mais sa performance n'a rien qui puisse être reproché, c'est d'ailleurs valable pour tout le casting. Le Nombre 23 est un film qui montre à quel point une idée peut entrer dans un cerveau, s'y inscrire et ne plus en bouger, influençant nos actes. Pour autant, le film dévoile ses limites dans sa résolution, clairement en deçà et bernant de manière un peu trop simpliste le spectateur. Car pour que celui-ci ne soit pas frustré, il est bon de lui laisser les indices, ce que ne fait pas le Nombre 23. Il paye aussi sa voix off trop présente. Mais au-delà de ça, et bien qu'elle soit volontairement cliché, les scènes de polar sont typiques, assez réussies, et le film est prenant, laissant monter la folie dans l'esprit de William au point de perdre le spectateur dans les méandres de son esprit. Pas un grand film certes, mais un film efficace qui gagnerait à être découvert. Il ne s'agit pas de toi. La bombe d'Hiroshima a été larguée à 8h15. Papa! 8 plus 15 égale 23. Ça fait 13 ans de mensonges, ça suffit. Ne nous fais pas ça. Tu ne pourrais faire de mal à personne. En es-tu sûr? En 2008, Joel Schumacher réalise des épisodes de l'émission de télé Choose or Lose. Et l'année suivante, on le retrouve avec Blood Creek, un film qu'il réalise sur un scénario de David Kashganich avec à la musique David Buckley et à la photographie Darko Suvac. Au casting, on retrouve Dominique Purcell, Henry Cavill, Michael Fassbender ou encore Emma Booth. Mais aussi Shea Whigham, Lynn Collins et même un caméo de Wentworth Miller. Après une petite pause, Schumacher revient donc en 2009 avec un film qui passera quasiment inaperçu malgré un gros casting. Enfin, à l'époque, il n'est pas tant que ça. En 1936, Hitler se passionne pour la magie noire et envoie Richard Verse dans une ferme américaine dans laquelle une pierre avec une rune a été découverte. Bien des années plus tard, 50 ans en fait, un frère retrouve celui qu'il pensait perdu et qui l'amène dans une ferme. Et à partir de là, le réalisateur trouve un film d'horreur dont se
désolidarisera le scénariste, n'acceptant pas les modifications nombreuses effectuées par Schumacher. Il faut dire que celles-ci ne sont pas toutes joyeuses. Ainsi, la première moitié du film ne laisse pas de place à l'espoir d'une réussite. Casting peu convaincant, et ce malgré les présences d'Henry Cavill, Michael Fassbender ou encore Dominique Purcell. Séquences un peu ridicules, l'attaque du cheval par exemple, et facilités scénaristiques sont de mise. Et puis arrive la seconde moitié qui se délaisse de tout cela, comme si toute l'équipe était enfin parvenue à rentrer eux-mêmes dans le film, plus rude, plus cru, assumant clairement son statut de série B. Cette seconde moitié se montre convaincante. Sans se montrer flippante, elle parvient à créer une ambiance sombre tout en se délestant même des effets de mise en scène vieillots de la partie précédente. Le résultat final est donc bancal, mais au final plutôt sympatoche. Dès l'année suivante, en 2010, Joel Schumacher sort le film 12, un film qu'il réalise dont le scénario est signé Jordan Melamed d'après le roman de Nick McDonnell. À la musique, on retrouve Harry Gregson Williams et à la photographie Steven Fjordberg. Au casting, on a Chase Crawford, Rory Culkin, 50 Cent, Emily Mead, Emma Roberts ou encore Zoe Kravitz, Billy Magnussen ou, à la voix off, Kiefer Sutherland. Retour à la chronique adolescente pour Joel Schumacher, avec un film qui cependant ne s'inscrit pas dans la veine de ses essais précédents. Ici, le film se veut sombre. Dans l'Upper East Side, les gosses de riches profitent d'une nouvelle drogue nommée 12. White Mike a arrêté l'école et on deal dans les fêtes. Quand Charlie, son cousin, est assassiné, l'histoire commence. Gros casting pour 12, beaucoup de jeunes acteurs, mais une voix off assurée donc par Kiefer Sutherland, qui a réussi à attirer le public aussi grâce à la présence de 50 Cent. Le tout pour dresser la chronique d'une jeunesse qui ne veut que s'amuser et se laisse envahir par les drogues et l'addiction. Évidemment, on est loin de l'œuvre de Bret Easton Ellis. Tout en tenant un propos assez sombre, le film ne va pas forcément assez loin, et semble vouloir surtout attirer en salle le public adolescent. Un choix de cible pertinent, mais pour cela il aurait fallu aller plus loin. Et surtout, pour avoir un vrai bon film, se délester de la voix off trop présente et user d'une véritable intrigue. Ici, tout est trop dilué, il y a trop d'histoires pour réussir à mettre en image une histoire dont on se souvienne. On va se souvenir de certaines scènes, mais pas du tout. La cible n'est clairement pas la même que, par exemple, Requiem for a Dream, mais le résultat laisse ici un peu à désirer. Pas mauvais, le film est trop bancal pour n'être plus qu'une œuvre oubliable. Je suis vraiment désolé. Charlie est mort. T'as besoin de discipline, Mike. Je te demande pardon. T'as pris les stéroïdes? Et ouais. Alors j'emmerde vos petites fêtes pourries. C'est une soirée qui restera célèbre. Et je serai célèbre moi aussi. C'est ce que tu veux? Être une célébrité? Tu veux bien me donner la toile tout de suite? T'auras rien sans thune. Je peux te donner autre chose. Qui t'a donné le droit de te balader comme ça et de jouer avec la vie des autres gens? C'est en 2011 que Joel Schumacher sortira son tout dernier film. Il sort Effraction, donc un film qu'il réalise sur un scénario de Eddie Richbourg et Karl Gajdusek, avec à la photographie Andrzej Bartkowiak et à la musique David Buckley. Au casting, on retrouve Nicolas Cage, Nicole Kidman, Cam Gigandet, ou encore Ben Mendelsohn et même Emily Mead. Joel Schumacher clôture donc sa carrière de réalisateur sur Effraction, un film qui sera démonté par la critique en dépit d'un résultat bancal mais pas honteux. Kyle Miller a du pognon, faut dire qu'il vend des diamants. Forcément, un jour, des types mal intentionnés viennent le braquer et le voici coincé avec sa femme, puis plus tard, sa fille. Pour ce film, Schumacher doit malheureusement faire avec des acteurs qui ne sont plus trop chauds pour tourner sous sa direction. Il peut heureusement compter sur le soutien de Nicolas Cage, qui refuse cependant le rôle qu'on lui propose pour prendre celui du père de famille, qu'il rejettera ensuite pour incarner un kidnappeur, avant de reprendre celui du père. Associé à Nicole Kidman, qui est plutôt bien dans son rôle, Cage a cependant tendance à en faire trop et ça se ressent à l'écran, notamment dans la première moitié, encore une fois. Et encore une fois, cette moitié regorge d'incohérences et d'autres soucis scénaristiques. Heureusement, la suite, lancée, sera d'un meilleur acabit, laissant enfin l'histoire prendre son envol, et si on se serait passé des flashbacks un peu trop faciles, le reste est un huis clos et un home invasion plutôt sympa à regarder. La mise en scène est simple mais directe et difficile de ne pas suivre avec attention l'histoire de ce couple, dont les mensonges vont peu à peu voler en éclats. Rien de grandiose, mais on a vu bien pire.
charmante épouse. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on t'a choisi. Si tu l'épargnes, je ferai tout ce que tu veux. Tu le sais, ça, non? Ouvre ce coffre. Non. Et si 2011 met fin à la carrière de réalisateur de Joel Schumacher, ou tout du moins de réalisateur cinéma, ce sera pas tout à fait la fin, puisqu'il va revenir. La même année, il propose également un court-métrage, Man in the Mirror, une histoire plutôt dramatique, un court-métrage assez simpliste en soi. On le retrouve en 2013 comme réalisateur de 2 épisodes de la série House of Cards, pas n'importe quoi. En 2015, il sera producteur de la série télé Do Not Disturb Hotel Horrors. Et on le retrouve même en tant qu'acteur en 2017 dans un épisode de Nightcap, où il s'incarne lui-même. Malheureusement, le 22 juin 2020, Joel Schumacher meurt d'un cancer, à 80 ans. La presse française aura tôt fait de signaler la disparition d'un raté, d'un des pires réalisateurs d'Hollywood, d'un tâcheron. On soulignera souvent ses Batman et Robin, ou encore son Batman Forever, qui, rappelons-le, n'est pas si honteux, il est mauvais mais pas honteux, plutôt que de souligner ses bons films. Alors quelques journalistes évidemment souligneront quand même l'existence de ses bons films, certains iront même jusqu'à le qualifier de bon réalisateur qui s'est peut-être un peu perdu en fin de carrière et qui a fait quelques erreurs. Et c'est bien ce qu'il faut retenir de Joel Schumacher, c'est que c'était un bon réalisateur qui maîtrisait la technique et qui a su réaliser quelques bons, voire même très bons films, voire même d'excellents films à l'occasion. Alors en effet, il y a quelques ratés, sa fin de carrière est peut-être pas tout à fait au niveau, mais pour le reste, Joel Schumacher reste un réalisateur intéressant à redécouvrir. Que vous aimiez ou pas le réalisateur, je vous invite à laisser un commentaire sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.